baptisés, ils ont vu qu'en réalité, j'allais dire, la coutume qui est de voir Éphraïm, parfois Manassé, pour un Tahitien peut-être, parfois Judas pour un Juif, ou parfois Dan, comme cela est arrivé, ils ont vu arriver toutes les tribus, le nom de toutes les tribus. Ils sont extrêmement inquiets parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc les patriarches en question ont fini leur mission, ils sont repartis au siège de l'Église, disons en Amérique, et le siège de l'Église a envoyé d'autres patriarches à prendre leur place avec une arrière-pensée, ça va, mais Spimon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas d'Éphraïm. Et les nouveaux patriarches ont continué à donner des bénédictions patriarcales, au terme desquelles les récipiendaires étaient de pratiquement toutes les tribus. Donc, ce que vous voyez un petit peu à droite de la photo, enlever l'Afghanistan et l'Iran quand même, mais tout ce qui est dans le coin nord et droit nous cause non pas problème, mais question, à savoir, nous avons une évasion des tribus, notamment à l'est. Vous avez un ouvrage qui s'appelle Are We Israel de George Reynolds, qui date de la fin du 19e siècle, qui est extrêmement intéressant, puisqu'il rapporte, il n'y a pas beaucoup de faits nouveaux à part l'ADN, les études d'ADN. Il rapporte effectivement des choses qui vous intéressent. Les Pashtuns, alors les Pashtuns, on n'est pas en Irak bien évidemment, les Pashtuns sont des Afghans, donc côté droit de la photo. Les Pashtuns, certains le commandant Massoud était Pashtun notamment, certains talibans sont d'origine Pashtun également. Certains se réclament de l'appellation de Youssef Zai, les fils de Joseph. Certains ont les yeux bleus et portent des papillotes. Certains, enfin, disons, ils respectent effectivement la loi alimentaire d'Israël, et ça a posé un problème certain à une certaine Shalva Veil, qui est juive, et qui a fait une étude sur les Pashtuns, notamment, donc sur ces Afghans. Les Afghans qui sont une ethnie, enfin, un peuple particulièrement guerrier également. Et elle a découvert plus de 50 parallèles entre l'israélité, on va l'appeler comme ceci, et les Pashtuns. Ils portent des papillotes parfois, n'est-ce pas? Donc vous savez, le mode vestimentaire juif qui est également, ou israélite, qui est important, qui est retrouvé lors des mariages, on porte un voile qui rappelle étrangement le talit, par exemple. Le Kurdistan, alors le Kurdistan, vous avez ici le Kurdistan, enfin le Kurdistan, l'État kurde est figuré ici en rouge, et vous voyez pourquoi les choses vont si mal entre les Kurdes et les Turcs, et que l'opposition entre les deux pays a de beaux jours devant elle, n'est-ce pas? Les Kurdes manifestaient effectivement de tels attachements et de telles caractéristiques. On parle du Kurdistan, mais également on va s'apercevoir, et là ça pose un problème pour Israël. Alors rassurez-vous, quand vous voyez bombardement de l'armée indienne mercredi, une vieille carte, hein, d'accord, donc on n'en est pas au bord de la guerre. Vous voyez le Cachemire, en haut de la carte. Le Cachemire comporte des populations qui veulent rentrer en Israël, parce qu'elles se disent israélites de par leur stock génétique. Alors ça pose un problème terrible à l'État d'Israël aujourd'hui, parce que cette population veut rentrer, et on ne veut pas admettre en Israël n'importe qui, dans n'importe quelle condition, avec n'importe quelle loi alimentaire, etc. Donc le gouvernement israélien, ministre de la Culture plus exactement pour ne pas le nommer, est en train de voir ce qu'il peut faire pour rapatrier effectivement ces gens-là. Vous avez également le Cachemire, donc le Cachemire, on vient de le voir, les régions de Karachi en Inde, alors Pakistan, pardon, et Bombay en Inde, sont des régions qui répondent également aux mêmes caractéristiques, avec des demandes de ces gens-là de rentrer en Israël avec les problèmes que ça pose. Vous avez au XIe siècle un érudit perse, Al-Biruni, qui avait décrit les ressemblances entre les Indiens, les hindous plus exactement, et enfin, les Farsis, et deuxièmement donc les Juifs, les Israélites. Donc on a une diaspora à l'Est, qui est importante, dont parlait Wendy Nelson. En Inde, Naïm Menaché fait tous ses efforts, c'est un groupe, pour entrer en Israël, et ça pose un problème politique et économique important. En 1964, le grand rabbinat juif a indiqué que les gens appartenant à ces régions-là et qui désirent entrer en Israël étaient biologiquement juifs.
Donc vous voyez, il y a quand même des difficultés. On est beaucoup plus loin avec le Japon. Au Japon, en 1878, Nicolas MacLeod fait une étude, décrit les mœurs et coutumes de certains Japonais, qui manifestement seraient d'Israël. Et puis, plus loin, enfin, disons, un peu avant le Japon, la Chine, vous avez, sur la droite de la photo, vous avez la Chine que l'on voit, entre la Chine et le Tibet, l'ethnie Xinjiang, qui serait dans les mêmes conditions, à savoir des coutumes israélites et une volonté de rentrer en Israël. Notamment avec des appellations de prêtres kohanim. Donc, kohanim, ça veut dire prêtre en hébreu, donc on retrouve de l'hébreu chez ces gens-là. Cambodge, Kadorim notamment. Donc aujourd'hui, Israël lance des études extrêmement importantes concernant la définition de l'ethnie de ces gens-là, de leur origine, et surtout de leur éventuel rapatriement en Israël. Exil au sud, donc l'Afrique. Les Éthiopiens, certains Éthiopiens se réclament d'Israël par Dan. Bon. Et vous connaissez l'histoire des Falachas, ces juifs noirs, qui dans les années 60 ont voulu rentrer en Israël, en disant nous descendons d'une des tribus d'Israël, nous voulons rentrer. Et encore une fois, le gouvernement israélien s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et donc on a rapatrié les Falachas. Il y a une très très belle histoire de ces peuples qui dit qu'un jour vous rentrerez en Israël sur les tapis volants. Les tapis volants, c'est les 747 tout simplement. Et ils sont ainsi rentrés en Israël. Aujourd'hui, les Falachas n'ont pas un sort très enviable en Israël. Ce sont des gens qui sont employés à des emplois tout à fait subalternes, d'accord, et véritablement leur avenir a déchanté en Israël. Mais ils sont rentrés. Au Nigeria, l'ethnie Igbo présente les mêmes lois de purification de nourriture. En Afrique, au Ghana, la tribu Seftwi, de purification, le respect du sabbat, la circoncision, la cache-route, les lois de la cache-route, notamment les lois alimentaires sont respectées. Également, donc, également, pour terminer sur ce point-là, les Rwandais, donc Hutu et Tutsi, certains d'entre eux se réclament d'Israël via le mariage entre la reine, enfin le mariage, les relations plus exactement entre la reine de Saba et Salomon. Nous sommes Cushites, disent-ils, et on veut rentrer. Exil au nord. Alors, cet exil au nord, nous en avons quelques traces dans la section 132, 133 versets 26 et 32, que vous relirez. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Georges Prisides, qui n'est pas membre de l'Église et qui s'est attaché à définir un peu plus précisément l'influence et l'exil d'Israël dans les pays du Nord et notamment les pays européens. Alors, ces normes ne sont pas des normes extrêmement fiables, ce n'est parfois que du subjectif, mais il y a quand même des choses intéressantes. Par exemple, Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle, nous rappelle, on va reprendre la photo, voilà, nous rappelle que les Israélites, les tribus, ont été déportés entre le Tir et l'Euphrate. Et qu'ensuite, ils ont, sous la direction de leurs dirigeants personnels, ils ont fait leur chemin. Ils ont traversé, vous voyez l'Arabie, à gauche vous avez Israël, à gauche, de la partie rouge, vous avez le Tir et l'Euphrate, grosso modo. Eh bien, Flavius Joseph nous dit qu'ils auraient traversé le pays des Parthes, et puis ils se sont trouvés devant ensuite une barrière montagneuse qu'on voit entre la Scythie, enfin, le royaume des Scythes et le royaume des Parthes, qui est le Caucase. Et un livre apocryphe, le deuxième Esdras 2, nous dit qu'ils ont traversé ces régions-là. Donc ils seraient partis au nord. Dans quelles circonstances? Très simple. La Syrie va tomber, Babylone va conquérir Ninive au 7e siècle, et on pense que c'est lorsque la Syrie tombe que les Israélites, tout simplement, profitent de l'occasion pour partir au nord. Alors, dans le Caucase, vous avez un endroit, et cette barrière rocheuse, qui est juste au-dessus de la partie rouge du royaume des Parthes, gauche,
un endroit entre deux montagnes qui s'appelle Ivrit Israélia, les portes d'Israël. Ivrit, hébreu, ça veut dire celui qui franchit, celui qui passe. Donc les portes d'Israël seraient là, et ensuite de quoi ils auraient bifurqué légèrement à l'est, pour se retrouver dans ce qui correspondait à, en quelque sorte, l'Europe germanique. Alors, est-ce qu'on a des traces de ceci? Oh, c'est extrêmement ténu. Hein. La tribu de Dan, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, hein, Dardanelles, Danube, Danzig, le Dniepr, hein, le Danemark, pourraient être j'allais dire, des restes fossiles, en quelque sorte, de cette tribu qui avait une manie, qui avait en fait une caractéristique, c'est de renommer tous les pays qu'elle traversait. Donc, est-ce que c'est l'incorporation de ces trois D-A-N, Dan, dans d'autres noms de lieux, dont je vais citer quelques-uns, qui pourraient être éventuellement un reste fossile à analyser? Peut-être. En tout cas, c'est intéressant. Les Saxons, hein, près de la mer du Nord et en Angleterre, qui correspond aujourd'hui aux îles britanniques, en Angleterre, les Saxons pourraient être la contraction de Isaacson, les fils d'Isaac. Isaacson, fils d'Isaac, égale Saxon. C'est une possibilité. Et puis, vous avez quand même quelque chose d'un peu plus concret. En Écosse, vous savez qu'en 1320, en 1314, plus exactement, les Écossais, et vous l'avez vu en voyant le film Braveheart, les Écossais vainquent le roi d'Angleterre. Et pour 3 siècles, vont tout simplement gagner leur indépendance. Ils la conservent pendant 3 siècles. Une déclaration d'indépendance en 1314. En 1320, donc 6 ans plus tard, ils font une déclaration d'indépendance, la déclaration d'Albroth, j'espère que mon écossais est bon, où ils se réclament d'une descendance scythe. Ça n'a rien à voir avec les Jedi, rassurez-vous. Les Scythes, c'est cette grande zone cette grande zone de peuples qui sont en fait des Indo-Européens d'origine asiatique. Voilà. Donc la déclaration d'indépendance d'Albroth pourrait nous conduire à examiner encore une fois l'origine des anciens Écossais. En Gaule, notamment, le mot Gaule pourrait provenir du mot Gola, qui veut dire exil en hébreu. Dolmen pourrait venir de Dol Amen, les portes de la foi, et le mot druide, un prêtre gaulois, pourrait venir de Dal Arad. D'accord. Donc, si vous voulez, on a des marques fossiles qui sont intéressantes, qui ne sont pas écrasantes, il est vrai, mais qui pourraient nous conduire à considérer qu'il y a parfois comment dirais-je, des choses intéressantes. Pour terminer, sur ce chapitre-là, y a-t-il une migration à l'extrême ouest? On parle bien sûr des Amériques. Alors, j'ai été depuis ma jeunesse assez intéressé quand même, parce que on a Ésaïe, le prophète Ésaïe, qui, pour une vingtaine de fois, par exemple, dans ses œuvres, parle des îles de la mer. Ô îles de la mer. Quelles étaient les îles de la mer que connaissaient les Israélites à l'époque? Il y en avait deux. Il y avait Chypre, bien sûr, pas grand intérêt. Et puis il y avait la Crète, qui était sous influence hellénistique, enfin hellénique, grecque. Il n'y avait pas d'hébreu en Chypre et en Crète. Alors, que sont ces îles de la mer, grosses ou petites? On peut se poser la question. Simplement, dans l'Antiquité, nous avons un homme qui s'appelle Pausanias, qui est un grec. Il vit au IIe siècle après Jésus-Christ. Il est géographe, quelqu'un de sérieux. Il nous dit qu'en fait, la tradition rapporte qu'à l'autre bout de la Terre, il y a des hommes à la peau rouge et aux cheveux qui sont noirs et aussi rigides et aussi durs que du crâne de cheval. Alors, était-ce tout simplement un conte? La théorie des Antectoniens, donc ceux qui vivent à l'autre bout de la Terre, était une théorie bien connue parmi les Grecs. Alors, tout simplement, pour terminer, je vous ai, parce qu'on ne va pas s'étendre sur l'influence d'Israël en Amérique, mais il est bien certain que si l'Angleterre, les Saxons, les Isaacsons ont polarisé le sang d'Israël, eh bien, les Américains, Européens notamment, d'origine majoritairement britannique, auraient importé chez eux ce même sang. On va simplement, parce que le fait d'examiner la présence d'Israël en Amérique serait une œuvre entière,
Voilà ce qu'on a découvert en 1877 en Ohio, et qu'on appelle la pierre d'Ohio. D'accord? C'est un personnage entouré d'écriture, et assurez-vous, c'est bien de l'hébreu. C'est de l'hébreu. Voici le dos de la pierre, il n'y a pas de doute. D'accord? Et voici également un autre objet qui a été retrouvé en Amérique. Alors, on ne va pas épiloguer sur l'influence d'Israël en Amérique et les voyages entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde. On le verra peut-être dans un bonus sur une vidéo. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Israël n'est pas resté sous les glaces, ou j'allais dire entre les deux fleuves, Euphrate et Tigre, mais c'est littéralement disséminé. Combien de personnes sont concernées aujourd'hui? Des dizaines, des centaines de millions. Ça va très vite. Hein? Et lorsque Israël reviendra, eh bien, Joseph Smith nous dit que les tribus de Joseph, donc Ephraïm et Manassé, rempliront les deux Amériques. Et vu le nombre concerné, on voit que la déclaration n'est pas fantaisiste. Lorsqu'on voit notamment que Dieu donne à Abraham non seulement la Palestine, mais également un pays qui va jusqu'à Moutir et à l'Euphrate, c'est-à-dire en fait jusqu'au fin fond de l'Irak, c'est pas rien quand même. Hein. Le domaine d'Israël aujourd'hui, de l'État d'Israël, est tout petit par rapport à ce que cela pourrait être plus tard. Donc des centaines de millions, dizaines de millions d'individus qui rentreront. Comment rentreront-ils? On n'a plus le temps de le dire. De deux façons. La première, c'est par l'œuvre missionnaire, où individu par individu, les gens sont ramenés en Israël, et on voit l'importance de recevoir ça. Bénédiction patriarcale qui vous dit un petit peu ce que vous êtes, enfin ce que vous êtes, de quelle lignée vous êtes. Il est intéressant de se dire, mais je suis de Manassé, par exemple, ou de Juda, ou de Dan, quel est mon rôle? Et on le verra la semaine prochaine. Voilà, donc c'est important de revoir ceci, et de se dire que l'autre rassemblement semble être un rassemblement du Nord massif sous la direction de prophètes. On le sait parce que la section 133, les versets 25 ou 26, ça fera de ma part, nous dirons ceci, verset 26, « Et le Seigneur se souviendra de ceux qui sont dans les pays du Nord, et leurs prophètes entendront sa voix, ils ne se contiendront plus, ils frapperont les rochers, et la glace fondra en leur présence. Une chaussée sera jetée au milieu du grand abîme, etc. » Comment cela va se passer? Je n'ai pas le bonheur de le savoir, mais on a effectivement un rétablissement qui est soit une personne après une autre, par l'œuvre missionnaire, ou bien soit massif, dans d'autres contextes. Voilà, j'espère qu'on a essayé. Oui, une question? Non, je voudrais signaler quelque chose qui nous a troublés pendant notre mission à Madagascar. Nous avons bien évidemment rencontré des membres de l'Église, mais la plupart des Malgaches pratiquent le mot m'échappe, la circoncision. Et quand on discute avec eux, ils me disent « mais on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que nos ancêtres, c'est une tradition qui nous vient de nos ancêtres. » En tout cas, elle est abrahamique, et c'est transmis et à Israël et au monde musulman. Voilà, je vous dis bonne soirée, et j'espère qu'on a vu un peu plus de choses sur les tribus d'Israël. Il nous restera la semaine prochaine à voir encore une chose différente, à savoir l'influence de l'appartenance à telle ou telle tribu dans notre vie personnelle quotidienne. Ce sera effectivement un faisceau de lumière qu'on jettera sur nos bénédictions patriarcales respectives. Merci et bonne fin de soirée.